Alors, on va commencer maintenant à parler un peu plus de traitement d'image. On a vu donc comment on réussit à récupérer l'information physiquement avec un capteur dans l'environnement. Ici, on va commencer à parler de qu'est-ce que je fais maintenant avec cette information-là visuelle. Premièrement, il faut bien comprendre comment notre capteur fonctionne. Là, j'ai mis un capteur de type CCD. Aujourd'hui, c'est plus du CMOS qu'on utilise, mais essentiellement, la technologie est relativement la même. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir des pixels donc sur un substrat de silicium. On va avoir des pixels qui sont des éléments qui sont sensibles à la lumière. Mais les pixels, lorsqu'ils sont à nu, essentiellement, ils captent à peu près tout de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet. Alors, si on veut avoir des images couleurs, ce qu'on doit faire, c'est venir placer un filtre couleur qui va absorber les rayons lumineux, sauf ceux qui font partie d'une bande relativement étroite, comme par exemple ici, ça laisse ce filtre-là ici, laisse passer le rouge, ici, il laisse passer le vert, ici, il laisse passer le rouge. Donc, pour cette ligne-là, j'ai une alternance rouge-vert, rouge-vert, rouge-vert. Après ça, la ligne suivante, j'ai une alternance vert, bleu, vert, bleu, vert, bleu, et ainsi de suite, qu'on refait le patron. Donc, vous voyez ici une alternance toujours entre les deux. Notez ici qu'on a plus de pixels verts que de pixels rouges ou de pixels bleus. Pourquoi? La raison, c'est parce que ces caméras-là, dans le fond, on veut prendre des photos qui vont être relativement belles pour un humain. Puis l'œil humain est réputé plus sensible à la couleur verte. Donc, pour tenir compte de ce phénomène-là, on va placer plus de pixels verts sur notre caméra que de pixels bleus ou de pixels rouges. Donc, vous voyez, déjà en partant, les caméras qu'on achète, c'est des caméras qui n'ont pas été conçues, par exemple, pour faire des voitures autonomes. C'est des caméras qui ont été conçues pour prendre des belles photos de votre garçon qui souffle les bougies d'anniversaire. Donc, c'est toujours quand même, regardez ça en tête, ce pas des caméras qui ont été développées à la base pour faire de la vision par ordinateur. Important aussi, lorsqu'on parle d'échantillonnage, on doit se méfier d'un phénomène qu'on appelle en français, c'est de la mascarade. En anglais, c'est aliasing, donc un signal qui se fait passer pour un autre. Et pourquoi ça peut se produire avec un CCD? C'est qu'on va échantillonner, dans le fond, spatialement une image qu'on peut voir comme étant un signal. Là. Donc, si vous avez, par exemple, un sinus, une image de type sinusoïdal, qu'on vous voyez ici, là, bien, si la fréquence ici spatiale est très, très élevée, on peut avoir des phénomènes de mascarade. Si, par exemple, on échantillonne à chaque pixel, vous voyez comment lorsque j'échantillonne, par exemple, à 1, 2, 3, 4, 5, puis j'ai une basse fréquence d'échantillonnage, mais j'ai un signal ici qui est à haute fréquence. Lorsque je regarde juste les échantillons, vous voyez comment on aurait plutôt l'impression d'avoir un signal de basse fréquence en bleu ici. Okay? Donc, vous voyez comment le vrai signal, c'est le rouge. Le signal perçu, c'est le bleu. Donc, aliasing, le rouge se fait passer pour le bleu à cause de ce phénomène-là d'échantillonnage. Il faudrait donc, en théorie, échantillonner de façon plus serrée. Pourquoi j'en parle? C'est que vous voyez ici une image quand même haute résolution avec un patron de haute fréquence. Souvent, on est appelé en vision numérique. Le premier traitement qu'on fait, c'est réduire la dimension d'une image. Alors, si je réduis, par exemple, j'enlève un pixel sur 2, je vais réduire mon image d'un facteur 2. Mais attention, si vous faites ça, vous risquez de tomber dans le problème d'aliasing. Vous voyez ici, après avoir retiré un pixel sur 2, voyez-vous comment on voit ici justement cet aliasing qui apparaît, cette espèce de patron-là, basse fréquence. Hein? Haute fréquence, c'est la brique. La basse fréquence, c'est l'ondulation ici. Donc, on aurait l'impression que le mur est sur le point de s'affaiser, le mur de brique. Alors que si on regarde la photo haute fréquence, ce n'est pas du tout le cas. Donc, ça, c'est un phénomène qui est incontournable. C'est basé sur la théorie de l'information. Donc, on ne veut certainement pas voir apparaître ce signal-là de basse fréquence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant de sous-échantillonner une image? Faire ce qu'on appelle un filtre passe-bas pour venir lisser l'image, pour retirer les composantes de haute fréquence. Et après ça, on va prendre un pixel sur 2. Souvent, lorsque vous avez des packages comme OpenCV et compagnie, vous avez des fonctions genre de subsampling qui vont automatiquement inclure ce filtrage-là basse fréquence par défaut pour vous éviter de faire ce genre d'erreur-là ici qui pourrait être, disons, l'algorithme de vision. Disons que je cherche des repères visuels, bien, peut-être que votre algorithme de vision dirait je vais accrocher ici, là, je vois un bel endroit qui est foncé en deux endroits clairs, alors que dans le fond, ça n'existe pas
cet endroit-là. Donc, méfiez-vous de ça, aliasing. La représentation de la couleur qu'on utilise, souvent on utilise la représentation RGB, qui est dans le fond, qui est proche de la représentation de notre capteur, aussi qui est proche de la représentation de l'œil humain, là, en termes de ce qui rentre dans l'œil. Donc, ce qu'on va voir, donc, ça va être un vecteur de 3 dimensions, donc pour le bleu, la quantité de rouge et la quantité de vert. Puis après ça, donc, vous voyez ici, là, j'ai un 5e de rouge, 3/5 de vert et 4/5 de bleu. Ça me donne cette couleur-là qui est un petit peu une espèce de turquoise qui est un peu, disons, un peu pâlotte. Et pourquoi 3 couleurs? Ben, c'est parce que les humains, la plupart des humains sont trichromes. Certains d'entre vous, statistiquement, il doit y en avoir quelques-uns, probablement des hommes, parce que les hommes, on est plus sujets à ça, qui sont daltoniens, donc qui n'ont peut-être que 2 récepteurs. Donc, pour vous, c'est plus compliqué déjà de faire la vision numérique. Et si vous êtes peut-être aussi l'une des rares élus, je pense que c'est quelque chose qui arrive surtout chez les femmes. Je pense qu'on a trouvé 3 ou 4 individus quadrichromes. Donc, les autres, ils ont 4 capteurs de couleur dans l'œil. C'est extrêmement, extrêmement rare. Donc, pourquoi la première étape est de réduire le nombre de pixels? Question de traitement d'image, de vitesse de traitement. De traiter 2 mégapixels, c'est très dispendieux en temps de calcul. Donc, souvent on achète des caméras qui ont une résolution plus élevée que nécessaire, de sorte que si la quantité de calcul plus tard augmente, on peut juste changer l'ordinateur. Mais c'est une opération qui est vraiment faite couramment de réduire la quantité de pixels. Là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi alors on fait ce traitement-là de tout le temps réduire? L'autre possibilité, c'est de dire, je vais commencer par faire un pré-traitement à basse résolution pour trouver les endroits intéressants dans l'image. On va le voir. On va voir des algorithmes de détection de zones intéressantes. Donc, ce que je peux faire, c'est réduire la résolution. Pour tous les pixels de mon image réduite, trouver les régions intéressantes. Et après ça, je vais extraire de mon image à haute résolution les zones intéressantes. Donc, ça me permet d'avoir des garanties sur le temps de calcul nécessaire. Parce que si ça me prend 1 minute d'analyser une image, on s'entend que pour une voiture autonome, ce ne sera pas possible de faire cette opération-là. Donc, c'est vraiment pour une question d'efficacité avant tout qu'on réduit le nombre de pixels. Donc, la représentation de couleur RGB, elle est... Donc, il y a une autre question. Donc, souvent, pour ce qui est des couleurs, on utilise le système luminance, chrominance. Est-ce qu'il y a des caméras qui fonctionnent sur ce principe? La réponse, c'est non. Donc, comme on va le voir ici, c'est très facile de transférer d'un modèle luminance, chrominance RGB. C'est juste des équations mathématiques. Mais dans l'ensemble de nos caméras, c'est toujours des caméras. Le capteur à la base, c'est un capteur RGB. Et bien que ce soit une façon d'encoder les couleurs qui soit proche de la façon dont on capture l'information, c'est pas nécessairement une façon de coder les couleurs qui soit très facile à traiter par la suite. Je m'explique. Si vous avez un objet dans une pièce qui est de cette couleur-là ici, là, une espèce de turquoise pâle, donc j'ai mis sa représentation RGB ici. Si la lumière change, par exemple le soleil, disons que l'intensité lumineuse, vous avez une espèce de gradateur dans la pièce et on baisse la quantité de lumière, ce qui va arriver, c'est que l'objet, la couleur, donc, va devenir plus sombre. Et ça va impliquer donc que de façon égale, on fait baisser les 3 entrées du vecteur. Donc, j'ai trois entrées ici qui changent en fonction de l'intensité lumineuse de la pièce. Donc, disons, c'est plus difficile à traiter. Alors qu'il y a des représentations, comme on parlait de chrominance, luminance, en anglais, le hue saturation value, ce sont encore là des représentations, ça me prend un vecteur de 3 dimensions, parce que j'ai 3 degrés de liberté, dans le fond, avec mes couleurs. Là. Encore là, je vais utiliser 3 valeurs. Et donc, la valeur hue, qui est probablement peut-être la chrominance. Donc, le hue, c'est vraiment de me dire c'est quoi la teinte de ma couleur. Donc, vous voyez ici, est-ce que c'est du rouge, est-ce que c'est du bleu, est-ce que c'est du vert? Okay. Mais vous voyez, c'est des couleurs qui sont très, très franches ici. Après ça, j'ai la saturation ici qui va me dire est-ce que j'ai une couleur qui est franche ou quelque chose qui est plus de type pastel. Et ensuite, j'ai une troisième ici qui est valeur qui est comme la value qui est comme
au final, c'est quoi la quantité d'illumination que si vous voulez là, sur la quantité de lumière qui provient de ce pixel-là, si vous voulez. On peut l'encoder sur un cône. Avant, on avait un cube pour un RGB. Donc, on voit ici, lorsque le V est très faible, l'objet, essentiellement, c'est noir. Là. Le pixel est noir. Puis à mesure que je le monte ici, je tombe dans du blanc. Si je vais sur mon cône ici, vous voyez ici, si je suis dans la région ici, ça veut dire que je suis dans le bleu. Si je suis sur le bord ici, ça veut dire que j'ai une couleur très saturée. Si je descends ici, vous voyez, le bleu devient plus foncé. Donc, on va tirer vers le noir. C'est une autre représentation. Donc, on voit ici que c'est un cône, ce n'est plus un cube, c'est rendu maintenant un cône. Et on peut donc aussi encoder la couleur comme étant un angle, ici, qu'on appelle le H. Là. Pourquoi un angle? On peut utiliser une valeur numérique, mais il ne faut pas oublier que c'est un angle parce que vous vous rappelez le Rap to Pi, si c'est 0 degré, puis là, c'est 359 degrés, ben, vous voyez que ici, c'est juste 1 degré de différence, alors que numériquement, entre 0 et 359, j'ai 359 de différence. Donc, le U souvent est encodé comme étant un angle sur cette roue-là. Donc, peut-on utiliser la combinaison linéaire sur la matrice de l'image pour détecter qu'il s'agit d'une même image avec des teintes différentes? Oui, mais là, on tombe dans des problèmes. Dans le fond, ça, c'est ce qu'on appelle communément du white balance puis de l'exposure, l'auto-exposure. Donc, c'est-à-dire à partir de statistiques extraites sur l'image entière, d'essayer d'obtenir une image qui est comme indépendante de l'illumination. Et c'est très complexe. C'est très sujet à des problèmes. On le voit d'ailleurs si vous avez des caméras, là. Pour le white balance, vous avez 10 ajustements possibles. Pour faire de l'auto-exposure, vous avez encore un paquet de choix possibles. Est-ce que vous voulez utiliser plus le centre de l'image, le pourtour de l'image au complet, l'endroit où c'est au focus, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment beaucoup de... Encore là, on fait encore de la recherche là-dessus, là, mais c'est un problème qui est extrêmement difficile de venir rebalancer et les couleurs et l'illumination dans une image. Là-dessus, notre cerveau est champion. Et la rétine et le cortex visuel vont automatiquement retrouver la balance des blancs et l'illumination. Mais c'est basé sur des dizaines d'années d'expérience que vous avez en tant qu'humain d'avoir ramassé beaucoup d'informations dans l'environnement. Vous savez que, par exemple, au coucher du soleil, la lumière devient rouge. Votre cerveau automatiquement va diminuer la quantité de rouge qui est comme perçue dans votre cerveau. C'est quand même assez phénoménal ce qui se passe au niveau perceptuel. C'est vraiment impressionnant. Donc, si on compare HSV versus RGB, on voit très bien ici, donc, dans mon RGB, lorsque mon intensité lumineuse baisse parce que j'ai baissé la quantité de lumière dans ma pièce, vous voyez comment les 3 vecteurs sont affectés. Alors que pour un encodage du type HSV, le H et le S ne va pas varier, alors que le V, lui, va diminuer. Donc, à quelque part, le V vient capturer la quantité de lumière incidente sur mon objet. Alors que H et S, c'est plus au niveau de l'albédo. Donc, quelle est la couleur, le pigment de couleur qui est utilisé sur mon objet. Ce qui est plus utile en termes de reconnaissance d'objet, par exemple, on ne veut pas reconnaître l'illumination, on veut reconnaître plutôt le type d'objet, si on fait de la classification, ou on veut réidentifier un marqueur visuel dans l'environnement. Donc, si on regarde ici, on parlait tout à l'heure de comment avoir un capteur de chrominance, l'idée, c'est qu'on peut le faire directement dans du code. Là. Par exemple, si vous voulez passer de RGB à HSV, vous avez ici les différentes équations. Notez les degrés ici pour l'encodage j'en appelais du U, on encode ça comme étant un angle. Vous avez des fonctions qui le font pour vous, là, RGB to HSV sur MATLAB. Si vous utilisez le package Color6, RGB to HSV le fait pour vous. Même chose, là, on a la version inverse là, pour passer de HSV à RGB. Vous voyez ici, Color6, HSV to RGB sur Python. Donc, si vous travaillez sur des caméras, en général, on vous conseille beaucoup de travailler en HSV pour faire de reconnaissance d'objets, par exemple. Petite notice ici, pour ceux qui un jour voudraient faire de la caméra du traitement d'image en milieu extérieur. C'est un papier quand même assez intense au niveau mathématique. Mais on peut démontrer que si vous avez des caméras qui possèdent plusieurs canaux de couleurs, caméra RGB, c'est 3 canaux de couleurs. Et si vous connaissez précisément les fréquences d'absorption des fils de couleur RGB sur votre caméra et que vous connaissez précisément le spectre de la lumière
qui illumine une scène. On est capable d'éliminer les ombrages d'une photo et ça se fait avec une seule ligne de code. Vous la voyez ici, donc c'est F, c'est le logarithme du vert moins alpha logarithme de rouge plus bêta logarithme du bleu. Et vous voyez ici votre image couleur prise à l'extérieur. Et vous voyez, lorsqu'on fait ce traitement-là, vous voyez comment on retrouve la scène, cette fois-ci en noir et blanc, parce que je perds de l'information, parce que ça nous prenait 3 canaux de couleur, parce qu'on va perdre des canaux dans le phénomène. Par contre, vous voyez comment tout l'ombrage ici de la route a complètement disparu. OK. Et vous avez ici des articles si ça vous intéresse de lire, là, mais ça, c'est très important. Il faut connaître le spectre et d'absorption de la caméra et de la source lumineuse. Le spectre du soleil, on le connaît, c'est un corps noir à 5000 Kelvin, à peu près 5 ou 6000 Kelvin. Si vous mettez maintenant de l'illumination artificielle avec des lumières LED, ben le spectre n'est pas le même. L'équation ne va pas tenir la route. Okay. Donc, c'est vraiment, il faut bien connaître parfaitement. Donc, c'est un truc intéressant. Et je vous dirais, les gens ne l'ont pas utilisé tant que ça. Probablement parce que les approches de type réseau neurones profond, maintenant, avec beaucoup de données d'entraînement, on est capable d'éliminer ces phénomènes-là d'ombrage. Parce qu'on a accumulé des millions d'images qui contiennent de l'ombrage et sans ombrage, puis le système devient capable d'éliminer ces notions-là. Donc, est-ce qu'il faut savoir convertir pour l'examen? La réponse est non. Je vous donne à titre de chercheur ou si votre projet, peut-être que votre projet va impliquer les caméras couleurs, ben, vous avez besoin de cette information-là. Mais à l'examen, clairement, je ne vais pas vous... Essentiellement, c'est de rentrer des chiffres puis dans les équations puis de pitonner. C'est pas très intéressant. Donc, question de Julien. La Kinect, elle faisait cet effet au niveau du matériel. Dans le cas ici, ce sera au niveau du logiciel. Effectivement, la Kinect le faisait au niveau matériel. C'est vraiment au niveau physique, là. C'est comme un syntonisateur de AM, si vous voulez, là. Dans le fond, dans l'air ambiant, vous avez des centaines de postes radio, mais avec un syntonisateur, vous êtes capable de récupérer seulement un poste radio. Ben ici, c'est un peu la même chose. La Kinect 2, la version 2, là, émettait un patron à 80 MHz. Il syntonisait les pixels à 80 MHz puis récupérait juste, dans le fond, l'information qui était pertinente à la lumière envoyée. Donc, quand on peut faire le traitement en matériel, c'est préférable. En général, on a des meilleures performances, mais c'est plus compliqué à fabriquer, on s'entend. Donc, tout à l'heure, j'y ai fait un peu allusion, ce concept-là de dire qu'on ne veut pas traiter l'image au complet. Si vous vous rappelez, c'était au tout début de session, je vous avais parlé des capacités de traitement du cerveau humain. Un œil, c'est environ 300 mégapixels. Mais la capacité de traitement cognitif d'un humain, c'est autour de 50 bits par seconde. Donc, clairement, entre les centaines de mégabits de la rétine et les 50 bits de traitement conscient, il y a de l'élagage d'informations qui se fait. Puis, on va être obligé de donc faire la même chose dans nos systèmes ordinés, si on va être capable d'avoir des temps de réponse qui sont intéressants. Donc, pour des temps de réponse intéressants, il va falloir trouver des régions intéressantes de l'image. Et souvent, on va définir ces régions intéressantes-là comme étant ce qu'on appelle des points saillants. Donc, des points qui ressortent de façon visuelle. Donc, qu'est-ce qu'un point qu'on va dire intéressant? On va aimer qu'un point soit stable. Donc, si je change le point de vue ou si je change la position de la lumière, je voudrais que l'apparence de ce point-là ne change pas trop, par exemple. Je voudrais qu'il soit informatif. OK? Une surface blanche uniforme, ce n'est pas informatif. Il n'y a pas d'information là-dedans, si vous voulez. Si vous faites de la théorie d'information, le nombre de bits que ça va prendre pour encoder une surface parfaitement blanche est relativement faible. À l'inverse, si je vous passe une feuille de papier avec du texte, on ne peut pas le voir parce que j'ai mon visage, là, mais du texte, c'est très informatif. Mais si j'envoie ça à un algorithme de compression de données, ça va prendre beaucoup de bits pour encoder ça. C'est très riche en information. Ou si on veut quelque chose qui est relativement distinct de son pourtour. Okay? Et c'est là qu'on arrive le concept de bordure. Les bordures on dit qu'elles vont contenir beaucoup d'informations. Si je vous dessine un sapin comme ça,
Aussi, je vous dessine une voiture ici. Essentiellement, je n'ai utilisé qu'une petite fraction des pixels disponibles dans l'image. Et pourtant, n'importe qui, même un enfant de 4 ans, va vous dire ça, c'est un sapin, ça, c'est une voiture. Donc, vous voyez comment juste d'avoir les bordures dans une image nous informe déjà beaucoup sur la nature de l'objet. Non seulement ça, mais en plus, certains bords sont plus informatifs que d'autres. Dans un article de psychophysique, là, donc on analyse la cognition humaine, vous avez ici 2 images. Chaque image a la même quantité de bordures, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette image-là, elle est plus informative que celle-ci. Ici, on sent clairement qu'on a un triangle, alors qu'ici, on se doute qu'on a un objet géométrique d'une taille relativement limitée, mais on ne sait pas si ça va être, par exemple, un hexagone ou autre chose, alors qu'ici, on a une meilleure idée que c'est un triangle. Alors, la différence entre ça et ça, c'est quoi? C'est que ça, c'est un coin. Ça, c'est une ligne. Donc, sachant que les bordures sont bonnes, sachant que les coins sont meilleurs que les lignes, on ne se cachera pas qu'on va avoir des algorithmes qui vont chercher quoi? Des coins. On va chercher des coins dans l'image. J'en profite pour revenir sur la question très bonne question que c'était Octave que vous m'aviez posée sur la combinaison linéaire, comment faire du traitement d'image pour essayer de retrouver un peu l'intensité. Puis, juste pour vous donner un exemple de comment c'est complexe et pourtant comment c'est facile pour les humains. Vous avez ici une scène artificielle. Je ne cherchez pas les acétates, ils ne sont pas dans les PDF que je vous ai envoyés. Je les ai retirés. J'ai décidé de les remettre à dernier moment. Et vous avez ici une tuile A et ici, vous avez une tuile B. Puis la question, c'est quelle est la différence d'intensité des pixels entre A et B? Et dans le fond, quand vous regardez ça, probablement que vous devez vous dire que les pixels du carré A sont beaucoup plus foncés que les pixels du carré B ici. Mais si je viens masquer la scène, vous voyez, ils ont exactement la même intensité lumineuse. OK? Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes capable votre cerveau a fait l'erreur, ce qui n'est pas une erreur, il vous a dit que A est plus foncé que B, c'est que votre cerveau va venir interpréter la scène de façon globale, va essayer d'estimer ce qu'on appelle le spectre d'illumination. Donc, c'est quoi la lumière ambiante? Constamment, votre cerveau estime c'est quoi la lumière ambiante. Puis, dans le fond, il va essayer de retrouver c'est quoi la réflectance d'une surface. Donc, vous voyez ici, votre cerveau voit un cylindre. Votre cerveau regarde l'ombrage, dit la lumière, la source lumineuse, elle est située de ce côté-ci, derrière le cylindre. Le cylindre projette un ombre. Donc, tous les pixels ici, je dois rehausser leur intensité perçue parce qu'ils sont situés dans un ombrage où il y a moins de lumière. Alors qu'ici, votre cerveau fait comme non, c'est vrai que ici, j'ai une illumination qui est franche, je ne vais pas changer leur intensité. Donc, vous voyez, tout le traitement de signal que votre cerveau fait pour venir interpréter la scène. C'est pour ça qu'il faut, premièrement, en vision, il faut toujours se méfier de l'interprétation de ses sens. Puis deuxièmement, le codage est très, très difficile de venir recréer ça. Là. Des chercheurs de l'Université Laval, donc je pense au professeur Jean-François Lalonde, qui justement s'intéresse à partir d'une photo de retrouver la position des sources lumineuses et leur couleur. Et c'est assez complexe. Et encore là, c'est basé sur des jeux de données d'entraînement qui vont contenir plusieurs milliers de scènes pour être capable de venir capturer c'est quoi les statistiques inhérentes à l'illumination d'une scène. Donc, c'est une petite parenthèse que je tenais à faire suite à l'excellente question dans la salle. Donc, on disait qu'on cherchait des coins. On va d'abord définir les bordures, parce que dans le fond, un coin, ça va être une jonction de bordures. Pour faire la détection de bords, ce qu'on appelle en anglais du edge detection, donc une opération mathématique qui est très, très, très faite, qui est faite très souvent dans le traitement de signal pour les images. Donc, notre bord, ce que ça va être une variation spatiale rapide. Quand je parle de rapide, c'est spatialement rapide, pas temporellement spatial. Pas de façon temporelle. Donc, une variation d'intensité lumineuse I dans mon image. Donc, ça va être des gradients d'intensité lumineuse, donc le dérivé partiel de l'intensité lumineuse
en fonction du décalage en X dans l'image et en Y dans l'image. Donc, on va chercher les gradients dans notre image. Notez que c'est des trucs qui sont difficiles à extraire parfaitement parce qu'on va avoir du bruit dans notre image. Okay? N'oubliez jamais, jamais, jamais le bruit. Si vous oubliez le bruit, le bruit ne va pas vous oublier. Vous allez avoir des problèmes dans vos algorithmes. Okay? Et une règle qu'on doit tous connaître, c'est lorsqu'on fait une opération de dérivée. Des dérivés ici, c'est des dérivés partiels. Les dérivés vont nettement augmenter l'impact du bruit dans une image. Pourquoi? Ici, j'ai un signal qui est corrompu avec un bruit gaussien. Donc, j'ai une distribution normale. Donc, j'ai un bruit qui n'est pas biaisé, donc j'ai 0 comme valeur moyenne, un écart type de sigma. Donc, j'ai mon signal ici en rouge. OK? Et là, dans le fond, je viens rajouter un bruit d'une amplitude d'un écart type de 0,05. Donc, on voit ici du bruit qui était rajouté sur mon signal. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas effrayant, cette figure-là. Maintenant, on va faire la dérivée de ce signal-là dans le temps. Voici la dérivée de mon signal. Okay? Donc, en rouge ici, j'ai la dérivée, c'est un sinus ici, donc j'obtiens un cosinus. La fréquence reste la même, mais l'amplitude est relativement faible. Et vous voyez maintenant comment la partie qui est dominante, maintenant, c'est le signal. Alors qu'ici, le signal dominait. Ici, le bruit domine. Et on peut dire que l'amplitude du bruit, c'est peut-être 2 à 3 fois mon signal. Pourtant, ici, c'était quand même pas désastreux. Donc, vous voyez comment la dérivée vient amplifier ce bruit-là. Pourquoi? Parce que, notez bien, on pige de façon IID. Ça veut dire qu'à chaque pas de temps, mon bruit peut varier, la valeur ici va varier très, très rapidement. Et si ça varie très rapidement, ça veut dire que le dérivé est très élevé. Donc, on voit ici, donc gardez ça en tête. Dès que vous faites une opération de dérivée sur un signal qui provient d'un capteur, faites « Oh, oh, qu'est-ce qui va se passer avec mon bruit? » Okay? Ça, c'était votre premier signal. Et deuxième aspect, c'est si vous faites une double dérivée. Là, imaginez, faites la dérivée de ce signal-là, est-ce que votre bruit va avoir l'air? C'est comme ça va être que du bruit. Il n'y aura plus de signal. Okay? Pourquoi faire la double dérivée? Bien, disons que vous avez une estimation de position qui est brutée, puis vous voulez retrouver l'estimation de l'accélération. Il faut faire une double dérivée. Donc, double dérivée, c'est assez hasardeux. On ne fait pas ça très souvent en traitement signal quand on a du bruit. Déjà, une première dérivée, c'est déjà un peu pénible. Une bonne partie. Et voilà, la question de Madou. Je vais commencer à y répondre. Bon timing. Oui, double dérivée, c'est bien dériver la dérivée. Effectivement, c'est ça, la double dérivée, c'est dériver la dérivée. Donc, on va commencer à faire du traitement de signal un peu. On va faire des filtres. OK? On va, si vous vous rappelez, un des gros aspects du cours, ça va être de voir les filtres de Kalman. Donc, on va filtrer pour essayer d'éliminer ce bruit-là. Et l'opération de base des filtres qu'on utilise pour réduire le bruit, c'est des opérations essentiellement de moyennage. Donc, on va faire des moyennes. Pourquoi ça fonctionne? Donc, j'ai ici le Z, c'est ce que je mesure. C'est donc mon signal Z. J'ai la valeur réelle pour un système statique qui ne va pas changer, qui est Z vrai. Et on va rajouter un bruit par-dessus. Okay? Ça, c'est ce qu'on mesure. Ça, c'est la réalité qu'on ne pourra jamais observer directement puisqu'on va rajouter du bruit. Ici, je vais prendre mon bruit. Donc, je vais prendre un bruit epsilon qu'on va piger dans une distribution gaussienne, distribution normale, si vous préférez, non biaisée. On va faire l'hypothèse dans 99% des cas dans le cours que mon bruit est non biaisé, puis qui suit une distribution normale. Donc, ici, j'ai mon bruit corrompu, mon signal corrompu. Donc, la distribution ici de Z, maintenant Z, si vous voulez, c'est une variable aléatoire, puisque je rajoute des trucs qui sont pigés au hasard. Donc, elle va être centrée autour de la valeur réelle, Z vrai, et va suivre une distribution ici normale, donc que je peux caractériser aussi par son écart type B.
Donc, il faut vraiment voir ça. Là. Ce processus-là de dire je prends une mesure de Z, là, dans le fond, c'est de dire ben, je pige dans la distribution ici. Disons que vous prenez une mesure, ben, l'écart type de cette mesure-là, Z, va être égal exactement à l'écart type là, de la variance là, de ma distribution. Okay. Donc, on va faire l'hypothèse, donc mon bruit est une variable aléatoire IID, donc indépendante. Donc, à chaque fois que je prends une mesure, je prends une pige, donc c'est indépendant, mais que la pige provient toujours de la même distribution. OK, cette distribution-là ici. Donc, si je prends la moyenne des deux mesures, sachant que c'est IID, donc le bruit à T plus 1 est indépendant du bruit à T. Donc, en faisant la moyenne, ce qui va arriver, c'est que ça se peut que ben, le bruit qu'il y avait à T, le bruit que j'ai à T plus 1, ils vont comme un peu s'annuler si par hasard ils font des directions différentes. Okay. Pas toujours le cas, mais en moyenne, ce qui va arriver, c'est que les bruits vont avoir tendance à s'annuler lorsque je fais la moyenne. Donc, maintenant, j'ai, disons, une nouvelle mesure qui est composée de deux mesures ici. Je fais la moyenne. Ce que je fais, je dis, ben, je prends une mesure Z1, je prends une mesure Z2, puis la valeur que je retourne, c'est Z moyen. Donc, c'est une demi-fois Z1 plus une demi-fois Z2. Si on regarde les équations de qu'est-ce que la variance va devenir lorsque j'additionne deux variables aléatoires, donc j'ai Z1, c'est une variable aléatoire, Z2, c'est une variable aléatoire, puis Z moyenne, c'est aussi une variable aléatoire. Donc, la variance associée à la somme pondérée de deux variables, donc X et Y, c'est mes variables aléatoires, ça va être A au carré de la variance de X plus B au carré de la variance de Y plus 2AB de la covariance XY. Notez bien ici, vu que j'ai une distribution IID, la covariance ici va être nulle. C'est une des raisons pour laquelle aussi on fait l'hypothèse que mes variables sont pigées indépendamment. C'est pour être capable d'éliminer aussi mathématiquement ce terme-là. Donc, ensuite, j'arrive, donc il va me rester juste ce terme-là. Donc, la variance sur ma moyenne, donc ça va être la variance de Z moyenne, qui va être la variance de 1 demi Z1 plus 1 demi Z2, est égal à 1 demi au carré de la variance de Z1 plus 1 demi au carré de la variance de Z2. Et là, si je fais l'hypothèse, donc on sait que la variance de Z1 et Z2, c'est ça ici, vu que c'est la même distribution. Donc, on voit 2 fois 1 demi au carré de la variance du bruit. Donc, 1 demi fois la variance du bruit. Donc, ça veut dire que si mon système est statique, je prends deux mesures, je fais la moyenne, eh bien, j'ai réduit d'un facteur 2 la variance de mon bruit. Donc, j'ai réduit l'impact. Ici, c'est la variance. Notez qu'on travaille plus, c'est plus facile à comprendre qu'on parle plutôt d'écart type. Là. Parce que la variance, par exemple, si je prends des mesures en millimètres, bien, la variance va être en millimètres carrés. Alors, nous autres, ce qui nous intéresse plus souvent, c'est le côté écart type. C'est quoi l'erreur en millimètres? Donc, il faut faire juste la racine carrée de tout ça. Là. Donc, rappelez-vous de cette équation-là ici. C'est super important. L'écart type de mon signal moyenné, ça va être 1 sur racine carrée de n du bruit sur mon signal. Okay? Donc, plus je prends d'échantillons, plus je prends de mesures, je fais la moyenne, plus faible sera le bruit perçu par le système. Par contre, vous voyez ici, il y a un phénomène de Law of Diminishing Returns. Quand n passe de 1 à 2, je vais avoir une diminution quand même importante de ce facteur-là. Quand je passe de 100 à 101, il n'y aura presque plus de différence ici. Donc, l'idée, c'est qu'on veut beaucoup de mesures, mais il vient un stade où prendre plus de mesures ne va pas avoir un impact significatif. Pourquoi c'est important, cette équation-là de garder ça en tête? C'est dans beaucoup de situations, on a justement on a ce phénomène-là de dire je peux prendre plusieurs mesures. Puis les mesures, ce n'est pas de dire j'ai 1 voltmètre puis je prends 100 fois de mesure. Ça peut être, je prends une image, bien, si je suis capable d'extraire 75 points pour faire de la localisation, ça va être nettement mieux que si je peux en extraire juste 25. Parce que chaque point va être bruité. Et si le bruit est idée, ça veut dire que je vais pouvoir m'appuyer sur beaucoup de contraintes pour me localiser. Puis, la règle du pouce, ça va dire, bien,
La précision de ma localisation par caméra va probablement être un facteur de 1 sur racine carrée de n, où n est le nombre de repères que j'utilise pour me localiser. Donc, 100 repères, c'est mieux que 10, mais 200 repères, c'est pas beaucoup mieux que 100 repères, par exemple. Mais puis il faut garder en tête, le temps de calcul va être linéaire en nombre de repères, si vous voulez, là, souvent, pour le traitement d'image. Donc, c'est important, gardez toujours ça en tête. 1 sur racine carrée de n, où n est le nombre de mesures que vous prenez. Oui, un exemple où le code de l'hypothèse IID n'est pas valable en vision, c'est le cas où tu as une corrélation temporelle qui s'installe. Par exemple, imagine que la position d'un repère visuel tel que perçu par ton système de vision, il y a un biais qui s'installe à cause de l'illumination. Puis qu'une personne allume, genre si la personne double la quantité de lumière, ben, le biais double. Ben, vu que la quantité de lumière qui va frapper la surface ne change pas d'une image à l'autre, tu vas donc avoir une corrélation temporelle d'une image à l'autre. Donc, si tu prends le robot se déplace et prend 2 photos, ben, vu que l'illumination est la même entre les deux, là, tu vas avoir un terme que ben, là, il y a une corrélation de l'illumination entre l'image 1 et l'image 2. Puis si cette illumination-là fait un biais dans ton estimation, ben là, tu ne vas pas avoir un biais de 0 entre les deux images. Donc, tu vas avoir une corrélation. C'est souvent des phénomènes de même qui sont comme ambiants, qui vont induire des biais qui sont durables. Ou si ton algorithme a comme convergé dans certains paramètres, donc tu fais de l'auto-exposure ou de la balance des blancs, même chose, c'est que l'auto-exposure est le même d'une image à l'autre. Donc, si l'auto-exposure entraîne des biais, ben, ce biais-là va être corrélé d'une image à l'autre. Donc, c'est souvent là qu'on va voir apparaître ces problèmes-là. Donc, c'est pour ça que c'est le biais 0, souvent, c'est très approximatif. Là. Mais on est obligé de le faire parce que sinon, souvent, ben, ça devient intractable. C'est un peu on fait des coins ronds. On arrive à quoi de pas pire. Si on tiendrait compte de tout, ben, on n'arriverait à rien. Un peu comme dans la vraie vie, hein, des fois, à un moment donné, il faut prendre des décisions, puis c'est comme, on ne va pas voir 350 concessionnaires automobiles, on va en voir 3 pour en achète, parce que sinon, on a une vie à vivre. Mais les robots ont des déplacements à faire, il faut qu'ils prennent leurs décisions relativement rapidement. C'est une excellente question. C'est d'ailleurs, je dirais, c'est un des principaux problèmes quand on fait de la robotique. Là, les gens vont sous-estimer ces situations-là, IID, vont comme en abuser un peu. Comme par exemple, les modèles de déplacement d'un véhicule, c'est pas vrai que c'est IID parce que le type de sol ne change pas d'un endroit à l'autre. Ça veut dire si tu as un sol qui est mou, ben, il va être mou un coup de roue plus loin, donc il va y avoir une corrélation entre les problèmes de déplacement. C'est pas vrai que ça va être un bruit IID, l'impact du sol sur ton véhicule. Alors que dans beaucoup de situations, on va juste dire ben, on assume des perturbations aléatoires sur le déplacement du véhicule, ce qui n'est pas le cas. Comment est-ce que tu peux faire? Là, je pars en petite parenthèse, là, mais tu peux faire un module qui estime le type de sol, qui lui va dire ben, pour tel type de sol, j'ai tel biais, puis qui va enlever le biais du système. Mais là, ça veut dire que tu viens de complexifier ton système. Puis quand tu complexifies ton système, ben, le théorème du no-free lunch te dit que plus ton système va opérer dans les conditions pour lesquelles tu l'as prévu, meilleur il va performer. Mais dès qu'il va sortir de ta plage d'opération que tu avais prévue, il va être pire qu'un système qui est moins, disons, sophistiqué. Donc, le système peu sophistiqué, il est pas excellent dans beaucoup de conditions, mais il n'est pas catastrophique. Alors que le système qui est très, très bien tuné, dès qu'il sort de sa plage optimale d'opération, il peut devenir catastrophique en termes de performance. Donc, c'est toujours un trade-off précision versus robustesse. Là. Des fois, ils sont un peu un contre l'autre. Donc, dans notre image, on va aussi faire ce phénomène-là spatial de Moyen-Âge. Donc, on va dire que la valeur d'un pixel au centre d'une fenêtre, ça va être dans le fond la moyenne des valeurs des pixels dans cette fenêtre-là. Sauf qu'on va faire une moyenne un petit peu plus intelligente. On ne va pas faire une moyenne uniforme. On va faire une moyenne qui est pondérée. Donc, par exemple, si on prend une fenêtre d'ici je sais pas, disons de moins 4 à 4 pixels, là, puis on a mis une surface qui est relativement lisse, là, on va souvent utiliser ce qu'on appelle un flou gaussien.
Donc, une distribution normale. Et ça a l'air de quoi? Ben, voici une fenêtre d'une gaussienne. Là. Donc, vous voyez, au centre, j'ai 0,15. Puis à mesure que je m'éloigne du centre, vous voyez comment les valeurs numériquement s'affaiblissent. Donc, on va dire que pour une position particulière, je vais prendre l'information de tous les pixels autour. Je vais faire du moyen-âge parce qu'on sait que le moyen-âge élimine du bruit. Mais je veux garder quand même un côté spatial où je veux, à mesure que je m'éloigne de mon pixel d'intérêt, je veux diminuer l'influence d'un pixel. C'est ce qu'on voit ici. Donc, quand je prends mon image ici, on voit ici l'image, elle est très nette. On fait une opération qu'on appelle de convolution, qui est essentiellement de multiplier là, point à point les différentes valeurs ici avec des pixels, puis on décale la fenêtre. Donc, si je fais l'opération de convolution entre ma gaussienne ici et mon image claire, j'obtiens en sortie, vous voyez, une image qui est floutée. Là, vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt d'avoir une image floutée? Ben, il y a parfois des intérêts théoriques à avoir des images floutées, mais idéalement, on ne voudrait pas avoir des images floutées. Mais l'idée, c'est que le flou va nous permettre d'éliminer du bruit. Okay. Donc, vous voyez ici, là, il y a un cas là, c'est des compromis. Je perds de la résolution, je perds de la finesse, mais je vais être capable d'éliminer en partie l'impact du bruit. Donc, c'est des compromis. Pour bien voir justement l'impact de ces compromis-là ou l'importance de faire ce filtrage-là, donc, on va chercher des bordures ici. Qui dit chercher des bordures, ça veut dire appliquer des gradients, calculer des gradients dans l'image pour trouver des endroits où l'image varie rapidement au niveau de l'intensité. Donc, vous avez ici une image là, de 7 pixels par 3 pixels. J'ai reproduit ici l'intensité lumineuse en termes des entiers. Donc, vous voyez 207, donc c'est très, très clair. 209, c'est un peu plus clair. 64, c'est très foncé. Okay. Et là, on va utiliser deux opérateurs pour calculer le gradient, là, donc delta 1 puis delta 2. Donc, vous voyez ici, c'est 3 par 3. D'un côté, j'ai négatif, de côté, j'ai positif. Et j'ai un petit peu plus élevé proche du pixel central ici, donc 2.2, puis j'ai moins 1 ici dans les coins. Ici, pour l'opérateur delta 2, ça va être le même truc ici, sauf que là, j'ai mis en haut et en bas les plus et les moins. Donc, disons que je fais l'opération de convolution de ce filtre-là que je pense, que je vais faire coulisser sur l'image ici, pour calculer, dans le fond, une sortie ici, donc la sortie d'opération de convolution de delta 1 sur mon image. Donc, vous voyez ici, j'ai 3 par 3, je prends une sous-fenêtre de 3 par 3, et là, je vais faire moins 1 fois 207, plus moins 2 fois 204, plus moins 1 fois 202, plus 0 fois ici, plus 1 fois 195, plus 2 fois 197, plus 1 fois 202. Donc, la résultante de ça, on va la stocker ici. Ça me donne moins 26. Donc, ce que ça me dit ici, moins 26, c'est que le côté droit et le côté gauche ont à peu près les mêmes valeurs. C'est ce que je viens de faire ici. Là, je soustrais le gauche du droit. Si je décale ça d'un pixel vers la droite, on voit bien ici que là, les intensités à droite sont beaucoup plus faibles que les intensités à gauche ici. Donc, là, cette opération-là va faire ressortir des valeurs qui sont numériquement, de façon absolue, plus élevées. Donc, on voit bien ici, là, moins 533, moins 517, après ça, je retombe à moins 28 quand je suis rendu avec la fenêtre coulissante rendue ici. Donc, je sais, quelque part, quand j'ai une grande valeur absolue de l'application de cet opérateur-là en fenêtre coulissante, je sais que j'ai une présence de bordure. Et le signe, si vous voyez, c'est négatif, là, le signe va m'indiquer la direction de la bordure. Est-ce que je vais de clair à foncé ou de foncé à clair? Donc, c'est intéressant. Je récupère deux informations, présence de la bordure et la direction de la bordure. Donc, commentaire ici, donc je suppose que tu pourrais convoluer dans le temps au lieu que dans l'espace pour garder ta résolution spatiale, mais retirer le bruit, sachant que ça va réduire la résolution temporelle. Oui, mais ça veut dire que mon véhicule soit immobile lorsque je fais des photos. Donc, ça va bien pour, par exemple, lorsqu'on fait des photos de nuit là, avec nos cellulaires, on dit « bougez pas » ou on fait de l'astronomie.
En astronomie, ils font beaucoup ça. Ils vont prendre peut-être 5-6 000 photos. Après ça, ils vont les recaler une sur l'autre. D'ailleurs, quand vous faites maintenant des appareils plus récents, là, les Google, les Pixels et tout ça, là, les Google Pixel puis les iPhones, ce qu'ils vont faire justement, c'est lorsque vous prenez le mode photo de nuit, là, quand vous appuyez, là, ils vont prendre peut-être 1000 photos en rafale à très, 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 dans le fond, avec une exposition très, très, très faible. Ce qu'ils vont faire après ça, c'est ils vont voir c'est quoi les déplacements entre les différentes images. Puis après ça, ils vont les recaler une par-dessus l'autre, les 1000 images. Puis après ça, ils vont faire un moyen-âge. Justement, récupérer. Parce qu'il risque, durant la nuit, il n'y a pas assez de lumière. Fait que dans le fond, le ratio signal-bruit n'est pas bon. Fait que c'est ce qu'ils vont faire. Ils disent 1000 photos en rafale, recalage d'images, puis après ça, ils font le moyen-âge. Mais c'est compliqué, puis il ne faut pas que la scène bouge. Commencez pas à faire de la danse interprétative pendant les photos de nuit, ça ne marchera pas. Donc, c'est un peu le message ici. On perd tout le temps quelque part. Soit que je le perds spécialement, soit que je le perds temporellement, mais je vais perdre quelque chose. C'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on perd. Donc, pour continuer notre recherche de bordure, l'opération Sobel, ce qu'on va faire, c'est essentiellement trouver la magnitude du gradient. Donc, j'applique le gradient delta 1, le gradient delta 2, donc essentiellement du gradient dans la direction des X puis dans la direction des Y. Donc, je fais au carré plus au carré, racine carrée. Donc, c'est la magnitude du gradient calculée par ces genres de fenêtres coulissantes-là. Donc, vous voyez ici, j'ai une image originale. Lorsque j'applique l'opérateur Sobel, vous voyez comment on a une bonne indication d'où se trouvent les différents coins. Alors que si j'utilise une image bruitée, et ici, je n'ai pas un bruit qui est rang, on est quand même capable de retrouver, à partir d'un regard humain, on peut facilement revoir que c'est la photo d'une personne avec un chapeau. Et vous voyez maintenant, dès que j'applique l'opération Sobel sur mon image bruitée, ben, sans grande surprise, ça, ce sont des dérivées spatiales. Qui dit dérivée, dit problème d'explosion du bruit. Donc, vous voyez ici, ça vient amplifier le bruit. J'ai une image qui n'est pas utilisable d'un point de vue traitement de signal. C'est juste une tempête de neige. Donc, on a vu, si je veux enlever du bruit, qu'est-ce que je fais? Je fais du Moyen-Âge, donc du lissage spatialement ici. Donc, je vais prendre mon image, je vais appliquer une convolution, donc je vais déplacer mon filtre gaussien sur l'image. Et ici, vous voyez, c'est le diamètre de la gaussienne, donc 4 pixels, 8 pixels, 12 pixels. Vous pouvez le voir comme étant c'est comme si on faisait du défocus avec notre appareil photo. Puis, dans le fond, plus je fais un défocus, plus, dans le fond, j'ai une gaussienne qui va être large. Donc, ça, c'est pas l'image originale. Et ici, c'est pas une image bruitée. Donc, vous voyez comment, lorsque j'ai un filtrage, plus je fais du filtrage fort, et plus les deux images ici sont indistinguables les unes des autres. Donc, ça veut dire que je suis capable d'éliminer en bonne partie mon bruit. Encore là, au détriment de quoi? Au détriment de la résolution spatiale. Au moins, je suis capable de faire du traitement de signal maintenant, vu que je vais avoir réussi à éliminer peut-être 99 % de mon bruit. On le voit très bien ici, image originale. Donc ici, c'est la largeur de la fenêtre de filtrage que je fais. Donc ici, je n'ai pas de floutage. Ici, j'ai un floutage avec un rayon de 4 pixels. Ici, j'ai un floutage avec 8 pixels. Ce qu'on voit pour une image originale, on voit que lorsque j'utilise un filtre de floutage, de flou qui est très, très large, eh bien, je vais faire ressortir disons, les grandes lignes d'une image. Alors que si je ne fais pas de floutage, je conserve l'information qui est plus fine. Et vous voyez ici que c'est plus facile de retrouver un visage humain parce qu'on sait qu'un visage est quand même relativement lisse. Donc, si vous voulez, le fait d'avoir un flou qui est large va venir syntoniser notre algorithme de détection de visage à des fréquences spatiales qui sont intéressantes. Donc, oui, parfois, on fait aussi du floutage juste pour être capable de venir dire j'aimerais me concentrer sur des bordures qui sont relativement, disons, grandes et qui ne sont pas très, très collées l'une sur l'autre. Parce que, par exemple, les contours des objets, c'est souvent des bordures qui vont être spatialement pas très riches en fréquences. Question, on ne veut pas toujours avoir des images claires pour les robots ou ça dépend du contexte? Ça dépend des algorithmes.
parce que, par exemple, ici, si je veux chercher des points de repère intéressants pour me localiser, ça peut être difficile d'utiliser les plumes ici, alors que l'œil humain va être plus facile à utiliser comme point de repère visuel. Puis on voit ici, l'œil ressort bien et les plumes disparaissent. Donc, ça nous permet de sélectionner certains points de repère en faisant du filtrage. Aussi, sans rentrer trop dans les détails, ça nous permet de mieux catégoriser les types de... On va faire des signatures visuelles. Là. Le filtrage nous permet aussi de bien catégoriser des signatures visuelles en extrayant des informations à différentes fréquences spatiales. Donc, oui, on veut des images claires au début, mais après ça, on va faire un paquet de traitement de signal. D'ailleurs, le cerveau fait la même chose. Le cerveau fait du flou. On va être capable d'utiliser des images floues pour trouver des features dominants pour aller peut-être après ça réextraire l'information sur des images qui sont plus claires. Donc, c'est vraiment, les algorithmes se promènent à différents niveaux, tout comme un cerveau humain se promène à différents niveaux d'information spatiale. On appelle ça dans le langage des feature pyramids, donc des features qui sont de bas niveau, moyen niveau, haut niveau en termes de fréquence. Et c'est comme, ça dépasse un peu le cadre du cours, là. C'est des cours vraiment de vision numérique avancée, là. Mais l'idée, c'est que ça nous aide à bien choisir certaines informations. Donc, image brutée ici, sans filtrage, si j'applique Sobel, je n'ai rien. Mais vous voyez ici déjà là, même avec un flou relativement fin, 4 pixels, vous voyez comment j'ai récupéré essentiellement l'information que j'avais de façon originale. Donc, le bruit est pratiquement disparu. Puis à 8 pixels ici, c'est indistinguable encore là. Donc, opération de flou va nous aider à éliminer le bruit.